Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce live sur mission, raison d'être et assurance. Je suis Coralie Godevou, j'ai l'honneur de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui. Je suis la cofondatrice de Make Sense, une association qui œuvre pour construire une société inclusive et durable en mobilisant entreprises, citoyens et entrepreneurs sociaux. Pour cette table ronde qui va durer environ 1 heure, plus vos questions-réponses, vous pouvez poser en ligne vos questions et voter pour les questions qui vous plaisent le plus et on les posera à la fin aux intervenants et aux intervenantes qui sont présentes ici. Autour de la table et pour cette table ronde, nous avons donc Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, Olivier Jaillon, CEO de Wacam, Geneviève Ferron, cofondatrice de Profil, Florence Lustmann, présidente de la Fédération française de l'assurance, et Marie Eklund, fondatrice du Fonds 2050. Nous devions avoir la présence d'Olivia Grégoire qui nous a prévenu il y a quelques instants qu'elle ne pourrait être présente pour conclure cette table ronde. Donc on ne va pas sans tarder rentrer dans le vif du sujet en commençant par une question pour Geneviève Ferron. Geneviève, vous avez été très impliquée dans la construction de la loi Pacte. Elle a fêté récemment ses 2 ans. Et c'est grâce à cette loi Pacte que les entreprises peuvent adopter le statut d'entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette loi et sur les bases de ce que c'est cette entreprise à mission ? Alors, merci de l'invitation. Donc, un petit retour en arrière pour fêter les 2 ans de la loi Pacte. Effectivement, elle a été votée le 22 mai 2019. Et il y a déjà eu des entreprises qui avaient adopté les codes de l'entreprise à mission avant, qui ont fait, comme je dis, un départ lancé. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui, une fois la loi votée, le décret d'application est venu d'ailleurs très vite, en janvier 2020. Donc, des entreprises qui se sont aussi mobilisées pour obtenir ce statut. Alors, sans être trop jargonneuse, ce n'est pas un statut juridique, c'est une qualité juridique dans laquelle des entreprises privées, commerciales, lucratives, mais aussi des mutuelles et des coopératives donc, peuvent se reconnaître. Le législateur a créé ce statut après une période qui a été longue de consultation de parties prenantes, de représentants syndicaux, de représentants du monde entrepreneurial, de société civile, mais aussi des chercheurs, des chaires académiques. Donc il y a vraiment eu une consultation en bande large qui a duré quasiment 1 an, sachant qu'on ne partait pas de rien, puisqu'il y avait déjà l'exemple américain des entreprises à mission, les Benefit Corporation ou les Public Benefit Corporation, qui a en partie éclairé le chemin. Nous-mêmes, chez Profil, on avait produit une étude qui était sortie en 2017 sur les entreprises à mission à partir de l'exemple américain, mais aussi l'exemple italien, puisque les Italiens ont aussi adopté avant les Français un statut analogue qui s'appelle le Società Benefit. Et il y a eu aussi un terreau très favorable parce que, notamment au Collège des Bernardins, des cycles de conférences depuis 2008, depuis la crise de 2008, on s'est posé la question de la finalité de l'entreprise, de la place de l'entreprise, de sa responsabilité compte tenu de sa puissance créatrice et potentiellement destructrice. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la première fois qu'en droit, le législateur autorise un statut qui permet ouvertement de réclamer une contribution au bien commun et de l'inscrire dans ses statuts. Alors, le législateur, pour faire très vite, vous demande 4 choses pour devenir entreprise à mission. De vous doter d'une raison d'être, d'asseoir cette raison d'être sur des objectifs sociaux et environnementaux, donc clairement de contribuer au bien commun. Et il introduit une innovation juridique qui est la création d'un comité de mission. Ce comité de mission n'est pas une émanation du conseil d'administration, c'est vraiment un organe indépendant qui est composé de parties prenantes internes à l'entreprise, mais aussi potentiellement de parties prenantes externes à l'entreprise. Et cet organe va veiller à l'exécution de la mission. C'est pour ça qu'on parle de double contrôle quand on parle d'entreprise à mission, puisqu'il y a ce comité de mission qui est créé et qui va aussi remettre un rapport qui va être évalué par un organisme tiers indépendant. Et c'est ça la 4e obligation, c'est de se faire évaluer par un organisme tiers indépendant, un OTI, fameuse OTI. Voilà. Donc, se doter d'une raison d'être, préciser des objectifs socio-environnementaux, constituer un comité de mission et se prêter à l'évaluation par un OTI.
Je terminerai en disant que ce cadre est performatif en France, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché, ce n'est pas un statut dérogatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner fiscalement, il n'y a rien à gagner dans des appels d'offres. Voilà, il ne faut pas chercher, non, c'est juste une plage de liberté dans laquelle l'entreprise et les actionnaires décident d'aligner les ressources de l'entreprise, les process et les ressources de l'entreprise pour contribuer à une cause dont ils pensent qu'elle est urgente et qu'elle mérite d'allouer ou de mobiliser en bande plus large les moyens dont dispose l'entreprise. Donc une plage de liberté dans laquelle l'entreprise se contraint, mais pour être encore plus agile, plus pérenne et plus performante. Alors ça fait 2 ans, et puis on a eu des premières épreuves du feu avec le cas Danone, par exemple. Quels sont les premiers apprentissages qu'on peut tirer de ces 2 premières années sur cette qualité de société à mission ? Alors effectivement, le cas Danone a probablement, je pense que ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'entreprise à mission, là, avec le cas Danone, on a eu, on va dire, une prise de conscience ou en tous les cas une formation accélérée. Alors on a tout lu, tout entendu. D'ailleurs, je me suis demandé s'il y avait autant de personnes qui étaient dans le secret des dieux dans le conseil d'administration pour pouvoir donner des avis aussi autorisés sur la question. Alors, Danone, c'est un cas très particulier. Je recontextualise. C'est d'abord la première entreprise à mission cotée, la plus grande entreprise cotée à mission dans le monde. Même aux États-Unis, où ce statut existe depuis 2010-2012, les entreprises américaines cotées ne sont pas de la taille de Danone, de l'importance de Danone. Donc forcément, c'est quelque chose qui braque les projecteurs sur cette entreprise. Alors, le cas Danone, on peut le voir à travers différents prismes, mais je vais aller rapidement et peut-être vous donner mon sentiment. C'est qu'on a dit, bon, ça sonne le glas de l'entreprise à mission parce qu'on voit que quand on est une entreprise cotée, on ne peut pas être entreprise à mission. En tous les cas, je n'en sais rien, mais c'est un sujet extrêmement intéressant parce que précisément, on voit que la quasi-intégralité des entreprises à mission sont des entreprises non cotées. Des entreprises à capitaux, c'est soit des fonds de private equity ou des entrepreneurs ou un actionnariat familial ou de l'actionnariat salarié ou des mutuelles, des coopératives qui sont aussi entreprises à mission. Mais c'est vrai que une entreprise cotée, ça envoie un message un peu de désalignement des actionnaires. Ils ne se projettent pas tous dans le même affectio societatis. Moi, souvent, je dis dans une entreprise cotée, l'actionnaire, quel numéro de téléphone, pour paraphraser une phrase célèbre sur l'Europe. Et ça met en lumière peut-être, non pas des dysfonctionnements de gouvernance, mais en tous les cas, des champs de contraintes qui sont propres à l'entreprise cotée. Alors, pour revenir sur Danone, on peut dire que finalement, Emmanuel Faber, qui a énormément porté le statut, qui en était un des plus grands héros, au sens, dans les 2 sens du terme peut-être, ce statut, il a survécu, c'est-à-dire il y a eu un changement de gouvernance et que je sache, les actionnaires de Danone n'ont pas demandé le retrait du statut, parce qu'il faut savoir qu'on rentre volontairement dans le statut d'entreprise à mission, mais on en sort tout aussi volontairement. Donc c'est bon de le savoir. Donc les actionnaires, la nouvelle gouvernance, ceux qui ont démis Emmanuel Faber n'ont pas demandé pour autant de sortir du statut d'entreprise à mission. 2, j'observe que le comité de mission n'a pas démissionné et que son président n'a pas donné sa démission. Il s'agit quand même de Pascal Lamy, donc un ancien commissaire européen. Et j'observe 3, qui est probablement le point le plus important, que les ressources qui étaient allouées pour l'exécution de la mission n'ont pas été envoyées vers d'autres, on va dire, BU ou projets. Donc on a maintenu les ressources qui étaient dédiées aux engagements, aux 4 engagements de Danone qui devaient procéder de la transformation en entreprise à mission. Alors, comment interpréter ça ? Ça résiste à la personnalisation ou à la personnification, c'est ce qui est une bonne nouvelle, parce que ce sujet est plus fort et plus structurant que l'incarnation, même sincère, qui peut en être fait. Et puis, ça veut dire que pour l'instant, le système de gouvernance a bien fonctionné. Le comité mission va remettre son rapport. Il y aura un OTI qui va bien évaluer si oui ou non Danone reste dans les clous de sa mission. Et c'est là qu'on pourra décider si oui ou non il y a eu un manquement ou des manquements. Mais avant, ça me paraît compliqué de peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que vous avez peut-être d'autres apprentissages que ce cas-là, globalement, sur la mise en œuvre de cette qualité de société à mission en France ?
Alors, c'est un statut qui est récent, et c'est un statut récent, et le cas de Danone est un cas de tonitruant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un statut qui questionne entre ceux qui considèrent que c'est juste une promenade philosophique, en fait, qu'il suffit de réfléchir à sa raison d'être, et c'est très bien, et c'est un échange de bonnes intentions, pardonnez-moi, mais j'ai vu que... Et puis ceux et celles qui comprennent que c'est un cadre extrêmement structurant et exigeant pour la transformation de l'entreprise. Et donc à partir du moment où on a des conseils d'administration, des comités de direction, des parties prenantes, le corps social de l'entreprise qui comprend qu'il y a là une matière extrêmement exigeante, un cap stratégique dans lequel tout cet alignement va questionner au plus profond les modèles économiques et les modèles de gouvernance, ça, je peux vous dire que c'est plus une promenade philosophique. Et donc c'est probablement dans ces moments-là qu'il y a le plus de tensions. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui choisissent d'être des entreprises à raison d'être et qui ne vont pas aller jusqu'à devenir entreprise à mission, qui est un cadre beaucoup plus exigeant que celui d'être... Même si la raison d'être, honnêtement, je prends, parce qu'au moins on est sûr que le conseil d'administration a au moins passé un peu de temps à réfléchir à quoi il servait. On verra juste après avec les cas de Wacam et de la Maïf qu'effectivement, ce n'est pas une promenade philosophique, je pense. On aura des témoignages concrets. Ça n'empêche pas d'être philosophe. Mais... Pourtant. J'ai une dernière question pour peut-être lever une confusion qu'on voit souvent et qui nous permettra d'avoir bien posé le cadre de cette conférence. On confond souvent mission, RSE. On entend souvent des confusions sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage du coup sur la différence entre la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et la mission, entreprise à mission? Alors, je vois deux grandes différences, parce que ça, en soi, ça peut être un sujet de conférence en tant que tel. La première différence, et elle est vraiment de taille, c'est que pour la première fois, ces sujets, ce questionnement quasiment ontologique, à quoi on sert, est-ce qu'on peut aligner, encore une fois, nos process, nos ressources pour servir des finalités extra-financières et contribuer à l'intérêt collectif, bien, ces questions-là, elles sont posées au cœur du réacteur, et le cœur du réacteur, c'est la gouvernance de l'entreprise. Et ça, je peux vous dire que pour avoir pratiqué la responsabilité sociale, ce qui est toujours des expériences absolument formidables, mais pour que votre sujet passe réellement au COMEX et au conseil d'administration, voire en AG, soyons fous, avec une volonté de transformation des modèles économiques, je pense qu'il y a une génération de personnes qui ont porté ces sujets et qui se sont un petit peu épuisées. Donc, le cœur du réacteur, c'est la gouvernance. Donc voilà, clairement, la première différence, c'est que la RSE n'a jamais vraiment franchi, à de rares exceptions, les portes, on va dire, les portes ou les fonctions régaliennes, à de rares exceptions. Ceux qui pratiquaient déjà la RSE stratégique, d'ailleurs, sont quasiment devenus entreprises à mission. Et donc là, on est dans un renversement. C'est cette question-là qui est directement dans le cœur, qui est posée comme dans la raison d'être et inscrite dans les statuts. Voilà, donc ça... C'est peut-être ce qu'il fallait craquer, si je puis dire, pour que la RSE franchisse cette dimension stratégique. Et donc ça, le législateur a permis de le craquer. Je précise que c'est facultatif, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et puis la deuxième différence, c'est que dans la RSE, finalement, il y a eu un petit peu un hold-up du siècle, si je puis dire. C'est que très vite, c'est devenu un exercice normatif, assez roboratif. On vous demandait d'être un décathlonien sur absolument tous les sujets, de cocher des cases, de courir après des labels et d'avoir quelque chose à dire ou à faire, même sur des sujets pour lesquels vous n'aviez aucune marge de manœuvre. Ce qui est bien parce que ça éveille les consciences, mais ça démotive aussi et ça crée aussi un peu de défiance parce que c'est devenu plutôt un actif de réputation, un actif de communication. Et parfois, quand une entreprise parlait de sa politique de responsabilité sociale, il y avait une forme de dissonance par rapport à ceux qui connaissaient l'entreprise et qui se disaient « mais est-ce qu'on parle bien de la même entreprise ?» Donc là, avec l'entreprise à mission, alors, il ne s'agit pas de détricoter tout ce qu'on a fait à partir de la RSE, mais c'est plutôt de dire que la RSE est un camp de base à partir duquel l'entreprise va choisir son ascension pour le bien commun. Excusez-moi cette métaphore alpine, mais c'est vraiment cette idée de dire je vais choisir, c'est ma plage de liberté, quelle est la contribution, quelle est ma majeure, qu'est-ce que j'ai envie de voir changer dans mon secteur d'activité, qu'est-ce que je veux voir advenir? Parce que c'est à l'intersection de ma conviction que la rentabilité, au sens de la performance de l'entreprise, elle ne peut pas être que financière à court terme et que, compte tenu de la complexité du monde dans lequel je me meus, j'ai tout intérêt à ouvrir, à m'aligner aussi avec les attentes de mes parties prenantes, donc aller chercher du sens et aller chercher de la contribution. Mais je ne pourrais pas forcément être mobilisée sur tout.
Donc voilà, en annonçant sa raison d'être et les engagements qui y afférents, voilà ce que je propose de faire comme ascension et je veux être évaluée là-dessus. Et ça donne une force beaucoup plus c'est plus convaincant en quelque sorte parce que c'est un acte. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas mobiliser des ressources partout. Mais en choisissant vraiment là où je veux être le meilleur et là où je vais ouvrir la voie, c'est une responsabilité qui est très lourde et c'est ça qui va être très structurant et très transformateur pour l'entreprise. Et la RSE n'a jamais vraiment permis d'afficher cette majeure dans le cadre d'une gouvernance alignée et en alerte et en tension sur ces sujets. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je pense que voilà, pour les personnes qui nous suivent en ligne, ça donne une bonne compréhension des enjeux et du sujet de l'entreprise à mission. Florence Lustmann, je vais m'adresser à vous. On va rentrer progressivement dans la question de l'assurance. Et ma première question, c'est qu'à la Fédération française de l'assurance, vous avez récemment défini votre raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a mis en chemin sur cette définition de votre raison d'être ? Bonsoir à tous d'abord et merci pour votre invitation et merci pour cette introduction qui a reposé le sujet. Alors nous on est beaucoup plus modeste, hein. On est une fédération donc on ne vend pas de produits, on apporte j'espère beaucoup de services à nos membres. Mais donc on était dans une situation un petit peu différente. Moi, j'ai pris la présidence de l'institution en octobre 2019. Donc, je pense que de toute façon, j'aurais lancé une réflexion de type un peu stratégique. Qu'est-ce qu'on fait ? À quoi on sert ? Finalement, comment serait le monde autour de nous si on n'était pas là ? Enfin, ce type de questions. Bon, le temps qu'on réfléchisse à comment on pouvait lancer, on a été rattrapé par la crise Covid. Donc, d'abord, on s'est attelé à gérer la crise Covid avec nos membres. Ça a été très intense pour les membres, pour les assureurs d'abord, mais aussi pour la fédération, avec une très belle reconnaissance puisque nos principaux dirigeants ont choisi de se réunir en conseil exécutif de la fédération tous les soirs, n'est-ce pas Pascal ? Pendant le premier confinement, donc quand un grand dirigeant dédie 1 à 2 heures par jour pour le conseil exécutif de la FFA, là on se dit on sert à quelque chose. Donc c'était à la fois une reconnaissance, une très grosse mobilisation des équipes de la FFA, parce que d'habitude les dirigeants ils nous posent des questions, il faut travailler des sujets, et puis on apporte les réponses au conseil suivant 1 mois plus tard. Là, c'était le lendemain, donc voilà, très intense. Bon, en même temps, tout le monde a vu les attaques qu'on a subies, nous, le secteur de l'assurance, attaques qui ont été vécues comme très injustes par la plupart des salariés du secteur, parce qu'il faut dire que quand on est assureur, quand on travaille dans une compagnie d'assurance, on a vraiment l'impression, et à raison, que notre job a du sens. C'est-à-dire, on sait pourquoi on se lève le matin pour aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont être touchés par une difficulté, un coup du sort. Alors, nous, on appelle ça un sinistre. Je suis d'accord, c'est pas très beau comme terme, mais voilà, ça dit quand même ce que c'est. Et on les aide à reprendre le chemin de la vie qui pourrait quand même être beaucoup plus compliqué pour eux si, précisément, ils n'avaient pas été assurés. Donc, ce contraste, ce fossé abyssal entre les attaques qu'on a subies et vraiment la conviction très intime de tous les gens qui travaillent dans ce secteur, qui sont hyper utiles, nous a conduit à nous dire mais pourquoi les autres, pourquoi les gens ne le savent pas ? Alors, en fait, on ne leur a jamais dit, alors c'est normal, nous on sait bien qu'on est indispensable, très utile, etc. Mais on ne s'était jamais vraiment intéressé à eux, au grand public. On n'a pas partagé avec eux, parce que la fierté des assureurs et des salariés des assureurs, en fait, ça devrait d'abord être la fierté des assurés. Parce qu'en fait, c'est avec leur argent, avec leurs fonds qu'on peut financer des investissements verts, qu'on peut contribuer à la relance de l'économie, etc. Donc tout ça pour dire qu'on s'est retrouvés au mois de septembre, et là, on s'est dit, d'abord, il faut remobiliser, il faut mobiliser les troupes aussi de la FFA, qui sont très nombreuses, 180 pour la stricte FFA, mais en fait, on enrôle 1600 personnes, donc collaborateurs des compagnies, qui contribuent à nos travaux tous les jours. Donc en fait, c'est quand même une force assez monumentale, des gens qui, encore une fois, ont beaucoup donné et qui
voilà, ont mal vécu ces attaques qu'on a tous constatées pendant cette période. Donc on s'est dit, on va lancer cette réflexion. C'était en plus la première fois à la FFA qu'il y avait un travail un peu horizontal qui concernait tout le monde. Donc sur 180 personnes, on a fait un appel et 50 personnes, 50 collaborateurs et collaboratrices ont souhaité participer à ce travail qui a duré 3 mois, alors entièrement à distance et entièrement autogéré. Donc on n'a pas pris de consultant, on n'a pas... Voilà. Pour nous, c'était l'occasion aussi de faire que les gens s'expriment, expriment leurs difficultés pendant cette période, leur frustration, encore une fois, par rapport à ce décalage entre la façon dont on était perçu et puis la conviction qu'on avait très intime de notre utilité. Et donc, au total, d'abord, ça permet de libérer beaucoup la parole, et je pense que quand il y a une frustration, c'est déjà très très bien que les gens l'expriment, qui découvrent qu'en fait, leurs voisins de bureau qu'ils n'avaient pas vus, enfin qu'ils n'ont pas vus pendant plusieurs mois, finalement, avaient partagé aussi cette frustration. Ils ont beaucoup réfléchi, et Pascal, merci à ton intervention au Conseil exécutif quand on a présenté notre raison d'être, quand on vous l'a proposé. Ils ont beaucoup réfléchi mais attention, on est une fédération et on n'est pas un assureur. On n'est pas directement un assureur. Et du coup, ça a occasionné une vraie réflexion. Alors, évidemment, en toile de fond, il y a l'assurance, ça c'est clair. Mais les gens ont vraiment, et je pense que ça a donné un sens supplémentaire à leur action de tous les jours au sein de la fédération. Et donc, ils sont arrivés à cette très belle raison d'être que je vous livre et qui est la suivante: mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. Donc, c'est eux qui l'ont trouvé. On l'a proposé au Conseil exécutif, puisque évidemment, tout ça, c'est une affaire collective, qui a été enthousiaste et qui l'a adopté instantanément. Et je dois dire que, moi, je m'en doutais un peu, mais je voudrais valoriser le travail et l'alignement que ça crée en interne, sans aller jusqu'à l'entreprise à mission. Nous, on commence petit, mais vraiment, je peux témoigner de cette énergie également, et cette énergie positive que ça a véhiculé au sein de l'organisation, et l'organisation au sens large, et je compte bien là, y compris les 1600 collaborateurs qui nous donnent du temps et qui donnent du temps pour l'assurance. Et vous avez, du coup, dans votre raison d'être, la notion de confiance, et c'est vrai que le métier d'assureur, il repose aussi très fortement sur cette notion de confiance. Et il y a du coup un engagement de trouver, un enjeu de trouver le bon équilibre entre la rentabilité et l'engagement auprès des assurés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre position sur le sujet ? Alors, il y a la confiance, mais c'est surtout faire avancer la société en confiance. On a envie d'exprimer le fait que, par contraposé, s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de mouvement. Et là, on arrête l'assurance auto demain matin, il n'y a plus personne qui se déplace. On arrête la responsabilité civile médicale, il n'y a plus un professionnel de santé qui peut opérer. Alors, bon, encore une fois, nous on le sait, mais comme on n'a jamais dit, le grand public ne le sait pas. Et en fait, une société qui avance, c'est une société qui prend des risques. Si on ne prend pas des risques à titre personnel, on n'avance pas, et la société, elle n'avance pas non plus. Donc nous, en fait, on gère les risques pour que la société puisse en prendre et donc puisse progresser. C'est vraiment ça l'idée qu'on a, très noble, de notre métier. Alors, en confiance, oui, parce que tout ça, ça repose sur un très très joli concept qui est celui de la mutualisation. On crée des communautés dans l'assurance, des communautés d'assurés, et ceux qui ont la chance de ne pas être touchés par un coup du sort, permettent, les primes qu'ils ont versées, ça permet d'indemniser leur voisin qui, lui, malheureusement, a eu un sinistre automobile, un dégât des eaux, etc. C'est ça l'assurance. Donc c'est effectivement un métier de confiance vis-à-vis de son assureur. Pourquoi confiance vis-à-vis de l'assureur ? Parce qu'on commence par lui verser une prime. Et évidemment, on espère très très fort qu'il sera toujours là le jour où on aura besoin de lui. Donc il y a un décalage, donc il y a une confiance qui est faite.
Et cette confiance, elle est essentielle pour nous. C'est aussi, ça tient dans la réglementation, toute notre solvabilité, etc. Mais, et cette confiance, elle existe aujourd'hui. Et je voudrais dire que même si on a subi beaucoup d'attaques, on a trouvé un peu injuste, mais le fait est qu'on les a subies, pour toutes les entreprises qui calculent un NPS, c'est-à-dire le Net Promoting Score, c'est-à-dire la capacité, l'envie que vos clients ont de vous recommander, eh bien ce NPS, il a augmenté pendant l'année 2020. Et il a augmenté parce qu'aussi les assureurs ont pris beaucoup de mesures de solidarité à destination de leurs assurés, pas seulement de la société dans son ensemble, quand même pour 1,7 milliard de gestes de solidarité, donc c'est pas mince. Ils ont multiplié les occasions de contact avec leurs clients pour leur demander s'il y avait besoin de quelque chose, pour leur proposer, leur rappeler qu'ils ont accès à plein de services, type le soutien psychologique, etc. Et tout ça a fonctionné beaucoup plus fort en 2020. Donc il y a là aussi il y a un décalage entre une perception globale et puis en fait quand on interroge les assurés, ils ont bien vu au jour le jour, au cas par cas, ce que leur assureur pouvait faire pour eux. Et donc je crois que la relation de confiance entre l'assuré et son assureur, elle est réelle. Merci beaucoup. Et on va voir, je pense très concrètement, comment est-ce que l'assurance accompagne cette transformation et la confiance avec les témoignages de Olivier Jallion et de Pascal Demurger. Ma première question, c'est concrètement, quand on devient entreprise à mission, c'est une démarche qui est exigeante, qui demande parfois des renoncements, qui impose des choix. Et du coup, j'aimerais que chacun, à votre tour, vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a changé pour vous et peut-être aussi qu'est-ce qui a été dur dans le fait de devenir entreprise à mission et qu'on puisse savoir un peu concrètement comment est-ce que cette démarche, elle a transformé vos organisations. Je vais vous donner la parole en premier. Merci pour l'invitation. Oui, effectivement, c'est une transformation. Pour nous, en tout cas, ça a été une véritable transformation de notre modèle économique presque. Puisque, comme le précisait Florence, on a d'abord communiqué en interne, on a d'abord, sous un mode très collaboratif, essayé de comprendre chez nos collaborateurs, chez toutes les parties impliquées, quelles étaient leurs sensibilités par rapport à ça. Puisque ce qui est compliqué, c'est d'abord aligner l'entreprise sur cette raison d'être dont on parle, et pour aller ensuite encore plus loin vers l'entreprise à mission, qui est là où nous sommes allés. Nous sommes allés jusqu'au bout du chemin. Donc ce qui est difficile, ce qui est dur, c'est pour nous d'abord le phénomène d'alignement. Donc dans une société anonyme comme la nôtre, l'affectio societatis dont on parlait, c'est de faire du profit. Donc déjà, il faut embarquer le conseil d'administration, il faut embarquer les actionnaires, il faut embarquer tout le comité de direction autour du fait qu'il est complètement imbriqué dans notre rôle d'assureur, d'avoir un impact sociétal fort. Ça fait partie de notre ADN de protection financière des assurés. Donc il y a ce premier élément d'alignement qui met du temps parce qu'il faut convaincre. Il faut convaincre que ce rôle est important, qu'on ne peut pas se limiter au profit. Et il faut aussi convaincre que l'entreprise sera plus performante dans le futur en adoptant ces nouvelles règles. Et ça, c'est un travail de fond. Ensuite, ce qui est difficile, c'est d'aligner ensuite tous les collaborateurs, puisqu'il faut descendre, en fait, pour donner du sens à chacun dans son travail, puisqu'on va lui donner des nouvelles orientations, des nouveaux objectifs qui sont liés à cette raison d'être. Et il faut arriver à les embarquer, à les passionner par ce projet d'entreprise et ce projet de société. Alors, comment on l'a fait, nous ? On a au quotidien des méthodologies, on appelle ça OKR, c'est des méthodologies d'alignement des collaborateurs sur la stratégie du groupe, où on fixe par trimestre des objectifs et des résultats clés. Et nous, on a embarqué les objectifs opérationnels liés à la raison d'être et à la mission dans ces objectifs trimestriels, dans ces résultats clés, et donc même dans leur rémunération variable. Ça va jusque ça les impacte dans leur portefeuille, dans leur ambition personnelle au sein de l'entreprise. Donc moi, ce que je trouve qui a été le plus difficile, c'est de faire tout ce travail d'alignement extrêmement progressif, extrêmement lent, où il faut expliquer pourquoi on va dans ce sens-là. Alors,
nous, notre raison d'être, sans attendre la fin, pour ne pas faire de suspense, c'est de rendre l'assurance impactante et transparente. Ce qui est important pour l'assuré, comme on le disait auparavant, comme disait Florence, on a été attendu au tournant, comme on dit, pendant la crise. On a les assurés, les consommateurs, ils ont attendu beaucoup de choses de l'État, et ils ont attendu beaucoup de choses de nous aussi. Les assureurs, on a beaucoup parlé de nous, et on a beaucoup parlé de nos défauts. Parce que même si on est très présent et qu'on est généralement tous là pour payer les fameux sinistres après avoir encaissé des primes, on a quand même des travers. Et on a des travers que malheureusement, on a cultivés au fur et à mesure des années. Et c'est des travers qu'à mon avis, il faut corriger, qui sont totalement corrigeables. Et nous, on a véritablement fondé nos engagements opérationnels sur le fait de corriger ces travers. Alors ces travers, c'est quoi? Alors quand on parle d'assurance impactante, il faut qu'économiquement, l'assuré s'y retrouve. Nos produits d'assurance, ils sont distribués par des courtiers, ils sont distribués par des détaillants, ils sont distribués par plein d'entités. Ces entités, elles touchent des commissions. Et évidemment, plus la commission est haute, plus la part qui va retourner à l'assuré sur la mutualisation, c'est-à-dire les bons risques payent pour les mauvais, ou en tout cas ceux qui n'ont pas eu d'événements fâcheux dans l'année vont payer pour ceux qui en ont eu, cette part-là, elle est restreinte si le taux de commission est trop haut pour le distributeur. Donc on s'est engagé à restreindre ce taux de commission très fortement. Il y a aussi tout ce qui est lié à la lecture des contrats. Quand on a parlé de perte d'exploitation pendant la crise Covid, on nous a beaucoup reproché que les exclusions liées à la pandémie, etc., c'était finalement une toute petite ligne à la fin de conditions générales qui faisait 54 pages. Donc on s'est engagé, nous aussi, à construire tous ces contrats dans un langage naturel qui soit compréhensible par tout le monde, qui soit didactique et qui vous oriente tout de suite sur les sujets sur lesquels vous ne serez pas couverts. Et ensuite, il y a un dernier travers pour nous qui est important de corriger, c'est que les assureurs, il faut le dire, on a joué pendant de nombreuses années sur le fait qu'on était assuré plusieurs fois par plusieurs supports pour le même risque. Une fois sur votre carte de crédit, une fois sur votre contrat automobile, une fois ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle du taux d'oubli et on jouait avec ça. Et donc nous, on s'interdit maintenant de souscrire des produits sur lesquels un taux d'oubli est comptabilisé dans ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire la détermination du prix de l'assurance. Donc ça, c'est nos engagements très forts, très opérationnels envers l'assuré final. Et puis après, on s'est retourné vers nous-mêmes et on s'est dit comment on peut s'appliquer ces règles de bonne conduite, de transparence et d'impact à l'organisation elle-même, en interne. Et là, alors on a fait plusieurs choses. Et là, c'est effectivement, comme disait Geneviève, cette facilité qu'on nous laisse avec la loi. On a créé des gammes de micro-assurance pour les personnes fragiles. Alors, ce qu'on appelle personnes fragiles, c'est des gens qui sont finalement pas imposables, avec un restant à vivre très faible. Et on a conçu des micro-contrats très automatisés sur lesquels on s'est engagé à ne faire aucun profit. L'entreprise travaille à prix coûtant. Et ça, on parle d'embarquer les équipes, mais quand on a demandé à nos équipes le produit qu'ils préféraient chez Wacam, ils nous ont immédiatement plébiscité le produit de micro-assurance. Et ça, c'est très intéressant, c'est un autre moyen d'embarquer, encore une fois, tous les collaborateurs dans cette aventure. Évidemment, on disait aussi qu'on encaissait des primes avant de payer des sinistres, donc on a souvent beaucoup d'argent en banque, les assureurs, on le place, donc on a pris des engagements forts sur le fait que notre argent soit placé dans des investissements socialement responsables. Et puis on a fini de calibrer notre dispositif en mettant en ce moment en place un fonds de dotation qui sera alimenté par tous les contrats que nous souscrivons, sur quelques centimes ou 1 euro par contrat que nous souscrirons. Et ce fonds de dotation ira aussi financer des opérations pour les personnes les plus sensibles et les plus fragiles dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà le dispositif qu'on a mis en place. Et le plus important pour moi et le plus dur, c'est d'aligner en fait tous les stakeholders, comme on dit, du plus haut niveau du conseil d'administration jusqu'au collaborateur qui est à l'accueil ou qui est à la comptabilité ou qui est au contrôle de gestion. Ouais, ça a dû être un travail colossal, ce travail d'alignement. Pascal Demurger, je vais vous poser la même question. Quels ont été les renoncements, ce qui a été difficile dans ce parcours vers la société à mission ?
et les engagements que vous avez pris dans ce cadre-là? Alors, on est d'une certaine manière dans une situation particulière à la Maïf. Vous savez, c'est un petit peu, si vous me permettez cette comparaison, c'est un petit peu comme ces couples qui vivent ensemble pendant des années. Et puis un jour, ils décident de se marier. Et de fait, objectivement, le fait de se marier ne change rien. Ils vivaient ensemble, ils vivent toujours ensemble, ils avaient éventuellement des enfants, ils en ont toujours, etc. Et en même temps, le fait de se marier change tout. Change tout dans la projection qui est la leur de l'avenir, change tout dans le regard des autres, dans la manière dont les autres les regardent, etc. Et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que des engagements, on en avait depuis très longtemps. La Maïf, c'est l'assureur militant, et donc presque de manière native en fait. La Maïf est née en 1934 et elle est née sur un projet philosophique, et pas seulement philosophique, avec derrière une matérialité, avec derrière une volonté d'engagement, d'impact. Et puis, le temps passant, ces dernières années, depuis une petite dizaine d'années, on avait systématisé cette démarche et on l'avait complètement inscrite dans la stratégie même de l'entreprise, en faisant d'abord en généralisant totalement l'engagement à l'intérieur de chacun des métiers de l'entreprise. C'est pas seulement quelque chose qui est à côté, comme parfois la RSE l'a été pendant longtemps. C'est vraiment au cœur de chacun des métiers et on en a fait une démarche stratégique. Olivier parlait à l'instant de l'intégration dans la rémunération des collaborateurs d'éléments liés à l'engagement. Nous, on a créé il y a quelques années ce qu'on appelle le cadre IPTIC. Et le cadre IPTIC, c'est vraiment une boussole qui nous permet à la fois d'arbitrer sur un projet, de suivre une activité ou de calculer l'intéressement qui va être distribué dans l'entreprise. Et ce cadre IPTIC, il est composé de quoi ? Il est composé, comme son nom l'indique, de 4 familles d'indicateurs. La première des familles d'indicateurs mesure l'épanouissement des collaborateurs. La deuxième, la satisfaction des clients. La troisième, le niveau d'impact que l'on a sur la société en général, sur l'environnement, sur l'inclusion, etc. Et puis, et seulement après, la quatrième famille d'indicateurs, c'est la performance de l'entreprise. Et par exemple, quand on calcule, quand on négocie l'accord d'intéressement, eh bien on a des indicateurs dans chacune de ces familles pour déterminer le montant de l'enveloppe. Et d'une manière générale, on pilote l'entreprise avec ça. C'est juste pour dire qu'il y a à la Maïf une tradition déjà ancienne, renouvelée ces dernières années, d'engagement qui fait que la bascule dans le statut ou la qualité d'entreprise à mission n'a pas été un bouleversement. Et en même temps, ça change tout. Et en même temps, ça change tout, au moins pour 2 raisons. La première, évidemment, c'est qu'on crée, Geneviève le disait tout à l'heure, une gouvernance spécifique et contraignante, et que l'on s'impose à soi-même, à la fois en interne, comité de mission, avec des membres externes qui sont des sortes de critical friends, qui viennent nous dire, dans leur domaine de spécialité, là, quand même, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire mieux, qui nous accompagnent, qui nous sollicitent. Et puis, il y a bien sûr le fameux OTI, l'organisme tiers indépendant, qui va délivrer, auditer la réalité des engagements de l'entreprise et juger à la fin du jour si, oui ou non, on mérite d'être toujours entreprise à mission parce qu'on a respecté ou pas les engagements que l'on avait pris. Donc il y a déjà ce changement important quand même dans la gouvernance de l'entreprise. Et puis l'autre grand changement, c'est que tout simplement, c'est public. Il y a une grande transparence là-dessus. On a des objectifs statutaires qui sont bien sûr publics, on a une feuille de route annuelle qui décline ces objectifs statutaires qui est rendue publique, on a le rapport annuel du comité de mission plus le rapport de l'OTI qui sont rendus publics et qui portent un jugement sur l'entreprise. Et en rendant tout ça public, on brûle nos vaisseaux en vérité. La marche arrière n'est pas possible. Alors certes, juridiquement, Geneviève, tu le rappelais, on peut se retirer du statut d'entreprise à mission. Je n'imagine pas la Maïf demain disant oups, on s'est trompé, finalement, on ne va plus être entreprise à mission. On brûle nos vaisseaux. Et ça aussi, ça change tout. Et puis, comme ça systématise la démarche, comme ça la rend transparente, comme il y a cette gouvernance, comme il y a cette publicité,
autour de tout cela, clairement, ça mobilise le corps social. Il était déjà mobilisé sur les engagements, il l'est encore plus. Aujourd'hui, chacun des 8000 collaborateurs de la Maïf, d'abord a une claire conscience du fait que la Maïf est une entreprise à mission, a une claire conscience des engagements que l'on a pris, de l'ensemble des actes concrets, des contributions que l'on essaye d'avoir, et chacun se sent investi dans son métier d'une sorte d'obligation de proposition de comment je pourrais exercer mon métier en ayant un impact plus positif, que ce soit sur mon environnement immédiat, ça peut être mes collègues, ça peut être les sociétaires, ou que ce soit d'une manière générale sur l'environnement plus large. Donc oui, même dans un contexte dans lequel en réalité l'engagement était déjà fortement présent, ça change des choses. Et est-ce que vous avez pu déjà apercevoir comment est-ce que ce passage vers la société à mission impacte votre rentabilité, court terme et moyen terme? On parle souvent de cette notion de temps et du fait que l'entreprise à mission s'inscrit dans le temps long. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur l'impact que ça a pu avoir? Ce sujet de l'horizon de temps est le sujet central en réalité. Moi je suis convaincu, et convaincu pas seulement comment dirais-je, parce que je le crois, mais parce que je l'ai expérimenté à la tête de la Maïf, je suis convaincu qu'en effet, l'engagement, la recherche d'impact crée de la performance à long terme. En revanche, oui, ça nécessite des investissements, et donc il y a un coût à court terme. C'est toute la problématique d'ailleurs des fonds activistes chez Danone ou dans d'autres contextes. Cette confrontation d'horizons de temps qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas compatibles. Donc oui, il y a un investissement à court terme. On sort tout juste de plusieurs confinements, et on sort peut-être de la crise sanitaire, j'espère. Voilà, il y a un an, pendant le premier confinement, on a pris la décision de rembourser nos assurés de leur prime d'assurance automobile correspondant à la période du confinement. On n'était pas obligé de le faire, personne ne nous l'imposait. C'est une obligation d'ordre moral, d'une certaine manière, que l'on s'est fixé, évidemment en lien avec ce positionnement et cette qualité d'entreprise à mission. Ça nous a coûté 100 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment nos résultats annuels. Donc oui, c'est un investissement qui est très lourd. Oui, je suis convaincu qu'on a bien fait de le faire, pas seulement pour des raisons, parce que c'est notre éthique du métier d'assureur, parce qu'on considère qu'il était inimaginable de tirer un bénéfice quelconque de la crise, mais aussi en termes peut-être de performance de long terme de l'entreprise. Alors les 100 millions, on les rattrapera sans doute jamais en termes de marge, mais qu'est-ce qui se passe depuis? Il se passe une dynamique de développement que nous n'avions jamais connue. Et quand je dis jamais connue, c'est depuis des décennies. C'est impressionnant. Depuis mai 2020, c'est-à-dire la fin du premier confinement, une espèce de dynamique de développement qui est totalement incroyable. Ce qui se passe également, c'est une dynamique en interne. L'expression d'un attachement, d'une fierté des collaborateurs qui est prodigieuse. Moi, j'ai reçu en 2020, je n'exagère pas, des centaines de messages de collaborateurs m'écrivant spontanément en me disant « mais on est trop fiers de travailler à la Maïf ». Trop reconnaissant et trop fier de travailler à la Maïf. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans une entreprise. Et donc ça crée évidemment une dynamique collective qui est incroyable et sur laquelle on va capitaliser pendant longtemps, parce que c'est quand même la première richesse de l'entreprise. Donc oui, il y a un sujet d'horizon de temps. Et j'ajouterai un point, c'est que le sujet, pour moi, n'est pas seulement une question d'amélioration de la performance sur le long terme. Pour moi, le sujet est une question de pérennité même de l'entreprise. Moi, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une attente sociale à l'égard des entreprises qui est extrêmement forte et qui exige d'une certaine manière des entreprises qu'elles s'engagent et qu'elles contribuent positivement. Et que cette attente sociale, que ce soit chez les consommateurs, chez les salariés, chez les investisseurs, les épargnants, cette attente sociale, elle va de toute façon croître, c'est clair, et tant mieux. Et une entreprise, un dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui n'entendrait pas
cet appel, cette attente, je pense qu'il prendrait des grands risques pour la pérennité même de son entreprise. Est-ce que du côté de Wacam, vous avez aussi eu ces questions sur la temporalité entre cet horizon court terme et moyen terme, en termes aussi de rentabilité et de pérennité de l'entreprise ? Oui, absolument. Alors, la temporalité, de toute façon, je crois que c'est un sujet de société en ce moment, parce que les entreprises ont besoin de trouver du sens, de retrouver du sens peut-être, d'abord pour leurs collaborateurs en interne, et puis aussi l'opinion publique est en face. On voit à quel point les consommateurs finaux peuvent détruire une marque en très peu de temps par un hiatus qui s'est passé, soit dans la politique de communication d'une entreprise, soit dans une des actions qui a été faite par l'entreprise. Donc la société, sous ce nouveau format, a besoin de s'inscrire dans le temps long. Mais c'est quelque chose d'assez schizophrénique, parce qu'on nous demande d'être de plus en plus agile au quotidien, et notamment, on parle d'agilité dans l'entreprise, on en parle chez les assureurs, mais on en parle dans toutes les industries, et on le voit que nous, on a besoin d'être agile, on est obligé d'être agile, on a des nouveaux risques qui naissent tous les jours. Il y a quelques années, les trottinettes en free floating dans les rues, ça n'existait pas, il a bien fallu les assurer au moment où le législateur n'avait même pas décidé quel était le cadre législatif, si c'était de la responsabilité civile circulation ou autre chose. Donc on doit, nous les assureurs, être dans un mode adaptatif et une agilité extrêmement forte et rapide. Et en même temps, on doit s'inscrire dans le temps long et dans cette temporalité. Donc c'est une nouvelle organisation un petit peu schizophrénique qu'il faut mettre en place dans l'entreprise, mais qui est fondamentalement intéressante. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe au quotidien ? Si je reprends, nous, notre raison d'être et puis notre modèle économique, d'abord, nous, on fait beaucoup d'assurance à l'usage chez Wacam, notamment on peut reprendre les trottinettes, on peut reprendre d'autres exemples comme les VTC ou autre chose. Pendant la pandémie, ça s'est arrêté puisque c'était facturé à l'usage. Donc on n'a même pas eu à rendre, on n'a pas eu de rentrée. Et tous ces produits qu'on avait conçus pour être au plus près justement des besoins des consommateurs finaux et des assurés finaux, je ne vais pas dire qu'ils se sont retournés contre nous, mais ils ont joué pleinement leur rôle d'impact qu'on voulait, puisque ces gens-là qui avaient un métier au cachet, ou comme on appelle la gig economy, leur métier s'est arrêté, nous on a arrêté de facturer. Donc on a eu un impact effectivement immédiat. Ça, c'était un des premiers impacts. Le deuxième impact, c'est que quand on reprend les engagements dont je parlais avant, sur les taux de commission, sur les taux d'oubli, on a un process de gouvernance, comme dans toute compagnie d'assurance. La compliance est assez forte. Et maintenant, on s'est mis une autre paire de lunettes, avec une autre couleur. Et quand on analyse ces partenariats qui passent, nous, maintenant, on a un Chief Mission Officer qui donne son opinion et qui a un droit de veto sur le fait que ces partenariats rentrent en production. Et donc, si le taux de commission est trop élevé, ça ne passe pas. Si, effectivement, la politique de pricing inclut un taux d'oubli, ça ne passe pas. Et donc, quand ça ne passe pas, vous doutez bien que quand vous avez une armée de commerciaux qui vont chercher des affaires et qui les ramènent, et qu'à la fin du process de gouvernance, le business est refusé par l'entreprise, il faut accompagner, il faut expliquer. Donc, il y a un petit peu de tension dans l'entreprise. Et sans donner de nom, on nous a proposé des affaires encore à fin d'année dernière, début de cette année, provenant de grandes sociétés du CAC 40 où les taux de commission étaient de 80 ou 85%. C'est-à-dire que finalement, le rendu à l'assuré final, en cas de sinistre, il nous faut une petite marge, était totalement infime. Et donc ça, forcément, comme on a corrigé nos propres travers, on a forcément ce qu'on appellera une courbe en J, c'est-à-dire avant de recevoir les bénéfices de cette politique, il va nous falloir un peu de temps. Et donc, dans l'agilité, ça peut nous créer un petit peu de problème en temps de temporalité, mais je partage l'avis de Pascal, c'est-à-dire que sur le temps long, c'est même pas un sujet de performance commerciale, c'est un sujet de pérennité de l'entreprise. Si on revient à ce que je disais tout à l'heure, le consommateur final peut tuer une marque et une entreprise sur une mauvaise décision prise par l'organisation, sur une marge trop élevée ou un autre type de décision qui a été prise par le corps social et l'entreprise. Et donc, se mettre ces règles-là,
Le régulateur, on n'en parle pas beaucoup, mais le régulateur a quand même renforcé beaucoup avec Solvabilité 2 toute la conformité, etc. dans l'entreprise. Et moi, je dis toujours, il y a 3 lignes de défense dans une entreprise d'assurance, sans être trop... je ne vais pas jargonner non plus, mais tous les collaborateurs doivent faire attention à ce qu'ils font. Et ensuite, il y a l'audit interne et le contrôle interne pour contrôler ce que fait l'entreprise. Moi, je dis toujours, la mission, c'est la 4e ligne de défense. Elle vient en plus de ce que demande le régulateur. Le régulateur, il nous demande d'être cohérent dans les risques qu'on prend pour être sûr qu'on est là au moment du sinistre, pour pouvoir payer. Et moi, je pense que la mission est véritablement la 4e ligne de défense pour donner au consommateur final et à l'assuré la certitude que ce qu'on lui offre est quelque chose qui lui convient, a un impact, a une transparence, et donc c'est véritablement une question de pérennité. Alors à quel horizon ? Moi je suis bien incapable de le dire, c'est une intime conviction que j'ai réussi à partager avec le conseil d'administration et avec les actionnaires, mais il va falloir gérer effectivement cette forme de schizophrénie entre donner du sens et de la pérennité dans le temps long et garder de l'agilité dans le temps court au quotidien. Tout à fait. Et du coup, sur cette question de la temporalité, je sais que vous avez aussi écrit sur quel est le rôle de l'État et le rôle de l'entreprise à mission. Et du coup, le régulateur et l'État peuvent aussi avoir un rôle pour accompagner les entreprises qui transforment la société. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot là-dessus ? Alors, avec plaisir. Le régulateur, alors pour moi, il y a le régulateur assurantiel, dont on peut faire un petit mot là-dessus, puis après il y a le régulateur de manière générale, l'État. Alors le régulateur assurantiel, moi je trouve qu'on est très aligné sur ces sujets-là, parce que les sujets, encore une fois, si on parle de 4e ligne de défense, le régulateur, il est là assurantiel, il est là pour s'assurer que l'assuré ne soit pas lésé. Et pour s'assurer qu'il ne soit pas lésé, il doit s'assurer qu'on se conduit correctement envers cet assuré final, qu'on lui énonce bien son contrat, que c'est clair, que c'est transparent, qu'il en a pour son argent, comme on dit, et puis que le jour où il faut être là, il faut être présent, il faut accompagner, comme pendant la pandémie, on va être là et on va accompagner. C'est très aligné avec la mission, c'est très aligné avec ce que le régulateur a déjà mis en place. Alors après, pour moi, il y a le régulateur, l'État, de manière générale. Alors, on voit que pendant la pandémie, le consommateur final, il a attendu l'État et il a attendu les assureurs. On a parlé de 2 choses, finalement, au début du Covid, des assureurs et de l'État. Et d'ailleurs, en passant, on est la seule profession qui avons mis de l'argent dans le fonds de solidarité. Et c'est bien la preuve qu'il y avait un sentiment de tous, y compris de l'État, que notre industrie devait abonder de manière encore plus forte que les autres industries. Donc on était intimement liés. Alors, moi je trouve que la société à mission, alors ce que je vais dire est peut-être un peu disruptif, mais Geneviève en parlait tout à l'heure en disant c'est pas très contraignant aujourd'hui, ça nous laisse juste un espace de liberté. C'est pas performatif, je crois que tu disais. C'est performatif. Ça ne donne pas, c'est pas un statut dérogatoire. C'est pas un statut dérogatoire, Exactement. voilà, exactement. Comme le mariage est performatif, de la même façon. C'est pour ça que Pascal mais pas de statut dérogatoire. Exactement. Donc, et moi je pense qu'on devrait avoir une action commune pour que ça devienne un statut dérogatoire sur certains sujets. Nous, on voit que, par exemple, dans nos engagements, quand on parle de micro-assurance pour les populations les plus fragiles, honnêtement, c'est des primes de 1 ou 2 euros, on parle de ça, et on parle de sujets très concrets, c'est-à-dire un assuré qui se sert de sa voiture pour aller à son travail, mais qui n'a pas les moyens pour acheter une assurance tout risque qui est assurée au minimum, il perd complètement son véhicule, il perd son travail parce qu'il ne peut plus s'y rendre. Et nous, on assure la perte totale du véhicule pour vraiment quelques euros. On a un vrai rôle de stabilisateur économique et social avec des produits de ce type-là. Et on voit qu'on essaye de le vendre aux entreprises, mais que finalement, comme la législation n'est pas adaptée, il y a des charges sociales qui s'appliquent parce que c'est considéré comme un avantage en nature. Donc, je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement concret. On a fait un statut dérogatoire à l'époque pour les tickets restaurants, où finalement, il n'y avait pas de charge complémentaire. Je pense qu'on devrait essayer d'avancer avec l'État pour, quand on a dans le cadre de notre mission et de notre raison d'être des produits, des sujets qui ont un impact évident, immédiat sur les populations les plus fragiles,
essayer d'obtenir des avantages fiscaux ou des statuts dérogatoires sur les charges sociales ou des choses de ce type-là. Finalement, le seul objet qu'on ait aujourd'hui, le seul objet juridique qu'on ait aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on va essayer de l'utiliser, c'est de mettre en place un fonds de dotation, puisque finalement, ce qu'on apporte à ce fonds de dotation va avoir une partie de défiscalisation, et ensuite, on peut utiliser cet argent. Mais c'est finalement assez limitatif quand même comme objet, parce qu'il faut encore mettre un autre objet juridique à côté, c'est extrêmement limité. Donc moi, je pense que essayer de nourrir une réflexion commune de notre industrie autour de c'est quoi le niveau 2 après la loi Pacte, c'est quoi après cet espace de liberté, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça. Ça prendra sûrement des années, si ce n'est une décennie, mais je trouve que c'est un sujet de société intéressant. Voilà. Pascal Demurger, vous avez aussi pris récemment la parole sur ce rôle de l'État aux côtés des entreprises à mission. Est-ce que vous pouvez... Aux côtés des entreprises à mission et plus généralement en fonction de la manière dont se comporte l'entreprise. On voit bien, l'entreprise peut polluer, peut faire le choix d'essayer de moins polluer, peut garder l'ensemble de sa production en France ou peut délocaliser, peut avoir un comportement fiscal un peu citoyen ou peut au contraire essayer d'optimiser à outrance. Bref, le comportement de l'entreprise a un impact qui est positif ou négatif, mais qui est toujours très fort sur l'ensemble de la société, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le tissu social, que ce soit sur les finances publiques, etc. Et je pense qu'il est légitime de la part de l'État de tenir compte de ce comportement de l'entreprise dans sa relation à l'entreprise. C'est non seulement légitime, mais c'est pertinent, parce que de toute façon, une entreprise qui pollue, une entreprise qui délocalise, une entreprise qui optimise sa fiscalité, in fine, c'est soit des manques à gagner, soit des dépenses à venir pour l'État. Et donc il est logique, normal, cohérent, pertinent que l'État s'adapte finalement au comportement des entreprises. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout le champ de ce qu'on appelle la conditionnalité des politiques publiques. Une politique fiscale doit-elle être la même selon la manière dont l'entreprise se comporte? Est-ce qu'il est pertinent que le taux d'impôt sur les sociétés, par exemple, soit identique selon que je pollue ou que je ne pollue pas, que je délocalise ou que je garde mon emploi en France? Est-ce qu'il est complètement normal que l'année où je fais un plan social, les dividendes que je distribue ne soient pas imposés à la source, etc. etc. C'est la question de la commande publique, des marchés publics. Est-ce qu'il ne serait pas légitime et par ailleurs efficace que le Code des marchés publics prévoit de manière systématique que la commande publique doit intégrer, les appels d'offres doivent intégrer des clauses sur l'environnement, sur le social, etc. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Donc moi je crois très fortement que l'entreprise doit s'engager. Geneviève le disait au début de notre table ronde. Elle disait combien l'entreprise a une puissance d'impact sur la société. Ça peut être une puissance destructrice, ça peut être une puissance constructrice. Mais en tout cas, l'entreprise a une puissance considérable. Il est impératif, je pense, que l'État fasse de l'entreprise une alliée au bénéfice de ses politiques publiques, et donc encourage, incite l'entreprise à modifier ses comportements pour aller dans le sens précisément de l'intérêt général tel que l'État le définit. Donc oui, moi je suis très favorable à ce qu'il y ait un accompagnement d'ampleur par les pouvoirs publics en faveur des engagements de l'entreprise. Merci beaucoup. On va se diriger vers notre conclusion. Juste avant ça, je voulais vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions en ligne, puisqu'on aura un temps juste après cette table ronde pour répondre aux questions aussi que vous aurez posées. Donc n'hésitez pas à poser ou à voter pour les questions aussi qui ont déjà été posées et que vous trouvez les plus pertinentes. Avant ça, on va terminer cette table ronde avec Marie Eklund. Vous avez créé un fonds qui s'appelle 2050. Donc déjà, on voit le temps long s'inscrire dans la réflexion. La première chose dont j'aurais aimé parler avec vous, c'est que quand on a préparé, vous nous avez dit les entreprises, elles ne peuvent plus se contenter d'être bonnes élèves, elles doivent commencer à résoudre des problèmes.
Est-ce que vous pouvez nous partager sur comment est-ce que le rôle de ces entreprises à mission pour commencer à résoudre les problèmes auxquels on est confronté? Oui, en fait, c'est un peu la distinction que Geneviève faisait entre RSE et mission. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans un monde, on vit dans un monde où on ne peut plus ignorer les problèmes auxquels on fait face et les différents enjeux. C'est-à-dire c'est visibilisé, on le sait. Voilà, et on sait, et non seulement on les connaît, mais en plus on voit l'ampleur. Et l'ampleur, on parle de temporalité. Moi, je rappelle, si on veut revenir à un réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés, il faut réduire de 50% nos émissions de carbone en 2030. 2030, c'est demain, en fait. Donc, je veux dire, de toute manière, il y a un vrai sujet qui est de se dire, bon, ben, maintenant, face à ce que l'on sait, et face à tous ces problèmes qui sont visibilisés, comment est-ce qu'on peut mettre notre force créatrice à la résolution de ces problèmes-là? Voilà. Et je pense que juste faire un peu mieux qu'avant ne va pas résoudre le problème. Je pense qu'il faut arrêter de penser innovation incrémentale, mais vraiment se dire, bon, ben, posons-nous la question de, OK, on comprend tout ça, maintenant comment on agit pour réellement arriver à un modèle qui lui-même est soutenable dans le temps et qui va nous permettre de faire face à tous ces enjeux-là. Donc en quoi est-ce que cette notion d'entreprise à mission peut être un bon guide en fait pour aider chaque entreprise à se poser la question de quelle est sa place dans la résolution de ce grand puzzle de problèmes et comment est-ce qu'on peut y arriver. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont absolument... qui sont deux forces de l'entreprise à mission. La première, c'est que moi, dans mon parcours d'investisseur, depuis, ça fait quand même une vingtaine d'années que je le fais maintenant, ce que j'ai pu constater, c'est que les entrepreneurs qui eux-mêmes sont portés par une mission, ben en fait, ils sont beaucoup plus disruptifs, ambitieux, résilients. C'est-à-dire que quand on n'est pas quand on est porté par plus grand que soi, et qu'on fait face à des difficultés, ce qui est le quotidien des entrepreneurs, c'est-à-dire que quand on investit dans une entreprise innovante, on est sûr d'une seule chose, c'est qu'il y aura des difficultés à gérer. Voilà. Donc quand on sait ça et qu'on a des entrepreneurs qui, eux, sont portés, et une équipe qui est portée par plus grand qu'eux, eh bien, ils vont chercher les ressources en eux pour être inventifs, pour trouver l'énergie, pour trouver cette ambition, parce que, en fait, ils n'ont pas peur. Et quand on est là finalement et qu'on est porté uniquement par l'argent, ce n'est pas une force suffisante parce que dès qu'on a peur d'en perdre, eh bien, on se referme, on se replie et on devient très averse au risque et on ne trouve pas ces ressources-là, on ne trouve pas ces réponses-là. Donc déjà, je pense que se fixer cet objectif de dépassement en fait, donc d'intérêt commun à une échelle individuelle, ça permet de trouver des ressources que naturellement on ne trouverait pas autrement. Donc en termes de dynamique, je trouve que c'est une extrême force et je le vois et vous l'avez tous dit en fait. Vous l'avez tous dit en disant quand on arrive à réunir autour de cet objectif qui est un objectif commun, les gens se révèlent, les gens se dynamisent et cette énergie-là, on en a besoin en fait. Et la deuxième chose, c'est que se dire on se dote d'une mission et moi je l'ai expérimenté dans 2050. En fait, dans 2050, on est parti on a monté une entreprise autour d'une mission. C'est pas qu'on s'en est doté après, c'est que vraiment, c'est la naissance de l'entreprise elle-même, de se dire, nous, à quoi est-ce qu'on veut que l'argent serve ? Et ce que j'ai vu dans tout mon parcours d'investisseur, c'est aussi la puissance de l'argent. En fait, l'argent, quand on investit, on ne prédit pas le futur. En fait, on le façonne. Parce que quand on investit dans telle entreprise plutôt que telle autre, eh bien, on lui donne beaucoup plus de chances de réussir que celle d'à côté. Et quand elle réussit, et notamment, moi, j'ai beaucoup investi dans le numérique, on est sur les usages. En fait, on change la société dans laquelle on vit, dans laquelle nos enfants vont vivre. Voilà. Et donc, la grande question derrière, c'est quelle est la société à laquelle on veut contribuer ? Quelle est la société qu'on veut façonner ? Et donc, c'est ça la question que nous, on s'est posée. Et en cœur de mission, on est arrivé à la conclusion qu'on voulait, nous, contribuer à façonner un futur fertile, mettre l'argent au service de la construction d'un futur fertile, c'est-à-dire productif, mais aussi évolutif et aussi inclusif. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on part de ce point de départ-là, on a c'est un angle complètement différent pour penser sa stratégie. Voilà. C'est-à-dire que
du coup, on a pu construire, juste en suivant le fil, et je vais vous raconter comment, un produit financier qui n'existe nulle part ailleurs, une gouvernance d'entreprise qui n'existe nulle part ailleurs, parce qu'on a pris un angle de vue qui était de se dire, nous, notre objectif, c'est d'accomplir au mieux la mission. La profitabilité suivra, parce que quand on arrive à résoudre des problèmes de cette envergure-là, eh bien, on ne peut les résoudre que si on a des business extrêmement profitables derrière. Du coup, on l'a pris dans ce sens-là, et ça a conduit à des innovations qui, pour le coup, sont vraiment profondes. Et du coup, je vous fais le cheminement. On se dit futur fertile, et donc, dans quoi est-ce qu'on investit ? Et donc, notre stratégie d'investissement est articulée autour de la résolution des grands enjeux que nous avons identifiés, qui sont comment est-ce qu'on va tous se nourrir et se nourrir de manière saine d'ici 2050. Et on a creusé un peu, et la réponse n'est pas facile. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chacun puisse prendre soin de sa santé au quotidien, donc santé mentale, santé physique, dans un monde connecté, dans un monde où le rapport au travail change, dans nos modes de vie sédentaires, donc dans ce monde-là. Le troisième grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour permettre à chacun de contribuer à l'avènement de ce futur fertile, d'équiper chacun d'entre nous. Le quatrième enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut vivre, explorer et produire de manière durable, avec évidemment là un backbone, une colonne vertébrale carbone, un grand sujet carbone à gérer à l'intérieur de ça, mais c'est les transitions industrielles, énergétiques, de l'habitat, de comment on habite la Terre et du transport. Et le dernier, ça va faire sourire Florence, c'est comment est-ce qu'on remet la confiance au cœur de nos sociétés avec une industrie médiatique qui permet aux démocraties de fonctionner, mais aussi avec, au cœur des économies, avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet de faire des projections dans le long terme et qui permet aussi d'équiper, mais en moyens, chacun d'entre nous pour arriver à contribuer à ça. Donc du coup, notre stratégie d'investissement a découlé complètement de la mission, mais ça n'est pas suffisant parce qu'on se dit, il faut aussi que les entreprises qu'on finance, eh bien, elles ne créent pas de nouveaux problèmes, que ça soit durable dans le temps. Et donc, il faut arriver à investir dans des entreprises qui, elles-mêmes, sont alignées, c'est-à-dire qu'elles alignent leurs intérêts économiques avec ceux de la société et ceux de la planète. C'est extrêmement dur à faire. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un système qui pousse au désalignement, tout simplement. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faut pas penser au niveau d'une entreprise donnée. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est financer des écosystèmes qui, ensemble, s'alignent. De penser la transformation d'une filière, de créer une alternative de marché. Et quand on raisonne comme ça, ça veut dire que d'une part, il faut bien comprendre toute la chaîne de valeur d'une entreprise, en fait, donc son écosystème. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des nœuds finalement à chacun des maillons de la chaîne. On a regardé, nous, particulièrement le monde de l'agriculture ou le monde du carbone, on voit qu'il y a des nœuds qui sont au niveau de la qualité des sols, au niveau de la transmission des sols, au niveau des semences, au niveau de la formation des agriculteurs. Il y a des nœuds partout sur la chaîne de valeur et certains d'entre eux sont absolument mûrs pour créer des opportunités business de disruption, notamment parce qu'il y a cette appétence des consommateurs pour une consommation plus respectueuse des sols, de la nature, biologique, locale. Donc il y a beaucoup d'opportunités business en fin de chaîne, mais il y a certains nœuds qui ne peuvent pas être réglés aujourd'hui par des business. Parce que c'est des questions de savoir, ce sont des questions de recherche, de régulation. Et que, en fait, pour arriver réellement à créer cet effet d'entraînement, il faut pouvoir financer ces ressources communes stratégiques, en fait, qui vont permettre de dénouer tous ces nœuds-là. Voilà. Et donc, ça aboutit à un projet de fonds où il y a 10% de l'argent du fonds qui est dédié à financer ces communs stratégiques. Voilà. Et 90% qui financent des entreprises. Et c'est stratégisé, c'est-à-dire que ces communs-là sont là pour permettre de créer cette transition de marché. Donc ça découle directement de notre pensée, comment on accomplit la mission. Et on arrive à un produit extrêmement nouveau et qui n'est là encore pas suffisant parce qu'on se dit, le modèle de la finance
On le voit avec l'histoire de Danone. Il y a des sujets court terme, long terme. Et nous, le principal nœud de désalignement dans le monde du capital risque, c'est qu'on opère sur des fonds fermés. Voilà. Et donc, fonds fermés, à 7 ans, on va voir les entrepreneurs, on leur dit « cher ami, il est l'heure ». Donc, en fait, ça crée ça crée finalement des contraintes artificielles dans la stratégie d'une entreprise qui l'empêchent de réellement penser long terme, penser transformation, ambition, etc. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à enlever cette contrainte-là. Donc, deuxième innovation sur le produit, c'est un fonds ouvert. Mais ça nécessite, pour penser à un fonds ouvert dans un monde de l'innovation, de se dire, ça veut dire qu'il faut assurer la liquidité au niveau du fonds même. Comment on fait ? On va coter le fonds sur une plateforme. Enfin, donc il y a toute une innovation qui vient derrière et qui n'a pas été faite. Mais là encore, c'est parce qu'on l'a pris sous un autre angle. Et la dernière innovation, elle est là pour le coup, et c'est cœur en fait de ce que Geneviève disait, elle est au niveau de la gouvernance même de l'entreprise, en se disant, il y a un facteur de désalignement aussi naturel dans notre métier, qui est que la société de gestion elle-même est détenue par des associés. Et la valeur qui est créée à ce niveau-là ne profite pas au reste de l'écosystème. Et elle peut pousser à un désalignement en termes de création de valeur. Et non seulement elle peut pousser, mais en plus, ça veut dire que des décisions stratégiques sur l'accomplissement de la mission n'intègrent pas tous les gens dont on pense qu'ils devraient participer à la discussion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné toutes nos actions à un fonds de pérennité, qui vient de la loi Pacte aussi, et qui est une structure de gouvernance pure, en fait, puisqu'elle n'a pas d'objet... C'est comme une fondation sans objet philanthropique. Le seul objet de ce fonds de pérennité, c'est de veiller à l'accomplissement de la mission, au développement économique, à l'alignement de l'entreprise, à sa pérennité, en fait. Voilà. Et il n'y a pas de remontée de dividendes, sauf pour opérer le fonds de pérennité. Donc on a enlevé cette couche-là. Et ce fonds de pérennité, on a dit on veut que ce soit nos garants. Voilà, que le conseil d'administration qui finalement va voter notre budget, va faire toutes ces décisions un peu cœur dans la destination de la société elle-même, on puisse avoir des garants qui soient issus des différents endroits de notre écosystème qui comptent pour nous. Et donc, ce sont nos parties prenantes. Donc, c'est toute une gouvernance d'écosystème avec nos investisseurs, les entrepreneurs qu'on a financés, l'équipe évidemment, les fondateurs de 2050 et aussi un premier cercle d'experts et de venture partners qui nous permettent en fait d'accéder à des expertises pointues et à des géographies lointaines. Voilà. Donc, on a tout ça pour dire que là où je pense que finalement cette notion d'entreprise à mission est beaucoup plus profonde que les sujets de RSE et peut permettre vraiment de régler les problèmes, c'est parce que ça force les dirigeants, ça force les conseils d'administration, ça force toute l'équipe en fait à penser la stratégie par un angle complètement différent. Voilà. Et du coup, on arrive vraiment à avoir ce niveau d'innovation qui va nous permettre, j'espère, de répondre aux grands enjeux auxquels on fait face. Merci beaucoup pour cette conclusion qui ouvre, qui montre aussi l'étendue des transformations nécessaires pour répondre à tous les enjeux sociaux et environnementaux auxquels on est confronté. Merci à chacun d'entre vous pour vos interventions qui étaient toutes passionnantes. Avant de conclure, on a quelques questions que j'ai reçues qui ont été posées par les personnes qui nous suivent en ligne, que je vais donc du coup vous livrer. Et puis je laisse, elles ne sont pas adressées pour l'instant à des personnes en particulier, donc je laisse celle ou celui d'entre vous qui veut s'en saisir. La première, c'est: est-ce qu'une petite entreprise dont l'objectif est de rémunérer ses collaborateurs et d'être profitable peut se permettre de devenir entreprise à mission ? N'est-ce pas réservé aux ETI et aux grands groupes ? Ce qu'on voit, oui, alors ce qu'on voit surtout dans la communauté des entreprises à mission, parce qu'on peut peut-être parler de cette communauté qui s'est créée dans la foulée de la loi Pacte et qui regroupe, qui est une association qui regroupe les entreprises qui sont devenues entreprises à mission ou qui sont en train de le devenir. On voit que c'est surtout des petites entreprises qui sont entreprises à mission. Donc c'est plutôt... Ça n'empêche pas que ce statut soit adapté à des grandes entreprises. On voit qu'il y a un petit point de bascule sur côté ou pas côté, en raison de cette question de temporalité. Mais il y a beaucoup d'entreprises à mission qui sont de petites
toute petite entreprise. Donc il n'y a pas d'obstacle particulier ou quelque chose qui ferait que ce soit réservé à des plus grandes structures. En particulier, le travail d'alignement dont vous parliez, Olivier, est sans doute plus facile à réaliser dans une structure... C'est plus facile quand... Oui, tout à fait. Enfin, en l'occurrence, on va dire profil, nous, on est 10 en comptant les stagiaires, voilà, parce qu'on les aime beaucoup. On est devenu entreprise à mission. Même nous qui étions un peu en avance sur le sujet, ça a soulevé quand même énormément de questions. Et ça a été très structurant aussi pour nous. Donc on voit bien qu'à des petites échelles, c'est un exercice que je considère comme étant extrêmement fertile, pour utiliser un mot de Marie. Voilà. Donc oui, c'est possible. Merci beaucoup. Je passe à la question suivante. Il y a une question. Ne devrait-il pas y avoir plus d'assureurs entreprises à mission, tous à la limite? Ah, ça c'est pour vous. C'est un peu la question piège. Je vous la livre telle quelle. Tous les deux. Là. La meilleure réponse, c'est de venir s'assurer chez un assureur qui est entreprise à mission. Moi, je crois que c'est coessentiel à notre existence quasiment. Ouais. Donc, encore une fois, on l'a vu pendant la crise, mais le métier d'assureur, c'est de protéger par essence. Donc, encore une fois, ça a pu être oublié parfois, mais enfin, c'est quand même notre mission essentielle. On est, encore une fois, je le répète, un stabilisateur économique et social. Donc, si on veut pousser effectivement le bouchon jusqu'au bout, oui, moi je pense que tous les assureurs devraient se transformer en société à mission. Sinon, ça veut dire qu'ils ont quelque part perdu le sens initial de notre métier. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une vocation comme le fait d'être médecin, mais néanmoins, si on n'a pas cette fibre quelque part, et si on n'accepte pas ce statut de société à mission, ça paraît compliqué de continuer à faire ce métier. Et alors, je dirais juste pour finir, mais par contre, je dirais pour rebondir sur la première question, il y a quand même beaucoup d'assureurs qui sont on va dire des entités absolument énormes sur plusieurs continents, avec beaucoup de legacy. Je dirais que, nous deux, on est encore des animaux à taille humaine, et qu'il y a certaines organisations, pour se transformer en société à mission, j'ose à peine imaginer le travail d'alignement dont on parlait, mais ensuite le travail d'implémentation des engagements. Et je pense que là, c'est peut-être pas un sujet extrêmement simple pour ces mastodontes du métier, quoi. Non, alors je rejoins complètement ce que disait Olivier sur les deux aspects, hein, c'est-à-dire que le rôle social d'un assureur est quand même dans la protection, et un assureur a une mission sociale, hein, qui fait que assez naturellement, il devrait réfléchir en tout cas à sa raison d'être et à sa mission. Donc je partage évidemment complètement. Et sur la difficulté s'agissant d'assureurs qui, soit par leur taille, soit par leur culture, sont peut-être un peu plus éloignés de ce statut d'entreprise à mission, c'est compliqué parce qu'en réalité, je pense qu'une des plus grandes difficultés pour faire vivre ce statut d'entreprise à mission, la plus grande difficulté, c'est effectivement d'embarquer tout le monde, à la fois en interne, d'avoir une crédibilité en externe, ça dans la durée. Et vous ne pouvez obtenir une mobilisation en interne, une crédibilité en externe auprès de vos clients, auprès du grand public, de la presse, etc., sur le long terme, que si vous faites les choses avec une vraie sincérité. S'il n'y a pas cette sincérité, très rapidement, le remède est pire que le mal en réalité. Il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir. Clairement. Et donc voilà, moi si j'avais un conseil à donner à un confrère qui aurait cette ambition, c'est malgré tout de bien réfléchir en amont à la profondeur de la sincérité du mouvement. Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que le fait d'être entreprise à mission a eu un impact sur votre capacité à innover ? Moi, je dirais que je ne vois pas, alors en plus sur une durée quand même relativement limitée, hein, la loi, Geneviève le disait, c'est mai 2019, nous on est devenu entreprise à mission
formellement, avec une décision de l'Assemblée générale en juillet 2020. Donc on a un recul d'1 an sur l'aspect formel. Donc je suis incapable de dire aujourd'hui ça a changé quelque chose sur notre capacité d'innovation. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que les mêmes causes ont produit les 2 effets. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un mode de fonctionnement de l'entreprise, et qu'Olivier connaît par cœur, à la fois en termes d'agilité, de contribution, d'écoute, d'attention portée aux collaborateurs, qui nourrit une envie de contribuer, une envie de proposer, parce qu'on sait qu'on va être entendu, parce qu'on est attaché à l'entreprise. Et c'est bien le même terreau qui, à la fois, d'un côté, donne une capacité d'innovation et donne, par ailleurs, un engagement du corps social autour de la mission. Donc, je dirais que ce sont 2 fleurs issues d'un même terreau. En revanche, je ne fais pas de lien de causalité directe entre les 2. Je dirais la même chose. Je pense que c'est libératoire, en fait, pour le corps social. C'est-à-dire que si on est embarqué dans une entreprise où, au quotidien, on perd un peu le sens de ce qu'on fait, on est moins enclin à apporter de l'innovation à l'entreprise, on est moins enclin à s'exprimer, on est moins enclin. Et en fait, l'innovation, elle vient de la base, elle vient du corps social au quotidien qui est en contact avec les clients, les partenaires, etc. Elle ne vient pas de nous qui sommes à la tête de l'entreprise. On peut donner des orientations, mais finalement, la vraie innovation qui paye au quotidien, elle vient du corps social. On a peu de recul, je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, nous, on a toujours essayé de travailler sur tous les sujets libératoires, justement, pour libérer la parole, libérer l'action, libérer la subsidiarité, c'est-à-dire l'action au bon endroit dans l'entreprise. Et je pense que moi, devenir une société à mission, ça participe à ce mouvement-là, à ce dispositif. Donc ça peut aller que dans le bon sens. Est-ce que c'est mesurable? Je pense que ça, c'est plus compliqué, quoi. C'est quasiment, devenir société à mission, le corollaire, c'est l'innovation, puisque vous êtes un explorateur d'un futur désirable, d'un futur souhaitable. Vous n'êtes pas dans la posture du quart d'heure d'avance, comme dans la RSE, qui est un peu volontariste. C'est-à-dire que vous allez choisir, comme le disait Marie, des solutions qui ne relèvent pas de l'innovation incrémentale, mais vraiment du désir d'apporter quelque chose de plus radical. Alors si je pouvais me lâcher, c'est libératoire et c'est même jubilatoire. Et c'est vrai, parce que cette gouvernance aussi qui est élargie aux parties prenantes, cette nécessité d'embarquer absolument cette richesse, cette diversité de parcours, de compétences, donc il y a une force créatrice qui est quasiment inhérente à la bonne mise en œuvre de ce statut. Et la dimension d'innovation, même si elle est difficilement mesurable, pour moi, je les vois comme 2 notions parfaitement inséparables. Devenir entreprise à mission pour juste regarder dans le rétroviseur et se congratuler, autant pas faire l'effort. Vraiment, c'est se donner du mal pour pas grand-chose. Tout à fait. Peut-être aussi perspective investisseur sur ce côté innovation lié aux enjeux. Le fonds a été créé aussi dans cette optique de soutenir les entreprises qui vont innover pour résoudre des grands enjeux de notre société. Est-ce que vous avez quelques... Moi, ce qui est assez intéressant pour moi aussi, c'est que je vois aujourd'hui la même dynamique et la même lame de fond que ce que j'ai connu au début des années 2000 sur le numérique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la même énergie, c'est le même niveau de transformation des industries. Et les mêmes gènes, entre guillemets, parce que, pas complètement parfaitement, mais en tout cas, il y a une chose qui est très commune, c'est le fait que cette vague-là soit tirée par 2 choses, mais dont la première, c'est les gens à titre individuel. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation des comportements individuels sur les choix de consommation, sur les choix professionnels, quelle entreprise je choisis, et même à l'intérieur d'une entreprise, la manière d'exercer son travail et la pression qu'on met sur les dirigeants avec justement cette recherche de responsabilité, de sens, d'éthique. Et la troisièmement, c'est les investisseurs individuels qui, eux aussi, font pression pour dire « moi, je veux que mon épargne, elle serve à rendre la société meilleure et améliorer l'environnement, en tout cas qu'elle aille dans des sociétés qui ne font pas de mal ».
Voilà. Et ça, c'est très fort et c'était vraiment ce qui a tiré la révolution numérique, c'est les usages, le changement de comportement des individus et qui tire derrière les entreprises, qui tire les institutions. Voilà. Le politique a un rôle plus prescripteur dans cette transformation-là, puisque la régulation est plus en avance que ce qu'elle n'était sur le numérique. Mais il y a vraiment ça, et il y a l'autre chose qui fait que ce n'est absolument pas une mode, mais vraiment une lame de fond, c'est qu'on voit que ce sont des problématiques très concrètes, physiques, réelles, auxquelles on a affaire et qui nourrissent finalement ce changement de comportement individuel des gens. Donc je vois vraiment une transformation où, si je devais faire un mot, de se dire on est en train de passer de l'économie de l'attention à l'économie de l'intention, avec des gens qui se disent, moi, je vais avoir une intentionnalité dans toutes mes actions, qu'elles soient dans mes choix professionnels, dans mes choix de consommation, dans mes choix d'investissement, et que cette transformation-là, donc en fait, quand on est en tant qu'investisseur, on investit finalement dans ces entreprises qui vont répondre à ces problèmes-là. Pour moi, ce sont les champions de demain. Ça va être les champions de demain. Et donc oui, il y a une courbe en J qui correspond juste à une phase d'investissement, dans de l'innovation de rupture finalement, mais que les entreprises qui n'auront pas fait cette transformation-là, tout comme celles qui n'avaient pas fait leur transformation numérique, elles vont souffrir. Et non seulement après en termes de rentabilité, je pense qu'on oublie aussi une chose que je rajouterai là, c'est que la finance, ce n'est pas uniquement une question de rentabilité, c'est un couple risque-rendement. C'est un couple risque-rendement. Voilà. Et donc, financer des entreprises alignées qui sont dans cette résolution de grands enjeux, non seulement il y a ce potentiel de disruption lié à la transformation des marchés, mais en plus, ces entreprises-là seront mieux équipées face aux risques qu'on est en train de vivre, puisque par nature, elles seront alignées. Voilà. Et donc, c'est le meilleur couple risque-rendement du point de vue d'un investisseur. C'est le langage d'assureur, ça. Je m'y retrouve totalement. Je partage totalement. C'est presque actuariel. C'est pas ça. C'est ça. J'ai raté ma vocation. Peut-être pour conclure, je vous propose le titre de cette table ronde, c'était Assurance, mission et raison d'être. Est-ce que chacun d'entre vous veut donner un mot de la fin pour qu'on puisse terminer cette... Assurance, mission et raison d'être. Oui, écoutez, je dirais que notre métier est intrinsèquement porteur de sens. Donc, je crois que ça recoupe pas mal de choses qui ont été dites. Et donc, effectivement, d'abord, il y a quand même pas mal d'assureurs qui soit se sont dotés, soit sont en train de réfléchir à cette démarche, mais qui est effectivement une démarche en profondeur. Donc, il faut pas la brader. Et je crois que si on la fait, il faut la faire bien et aller jusqu'au bout. Moi, le mot de la fin, c'est sur les hommes et les femmes de l'assurance, parce que évidemment, on contribue à relever les grands défis d'aujourd'hui et de demain, que ce soit notre relance durable, que ce soit le défi démographique aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les assureurs sont très présents sur les risques liés à la démographie, au vieillissement de la population, etc. Et donc, je dirais que le bonheur et la valeur ajoutée sur le maintien du capital santé et du capital humain, je crois que c'est finalement ça notre mission. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, toute l'assurance est une grande entreprise à mission. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup à tous et toutes qui nous avez suivis pendant toute cette table ronde. Merci aux intervenants et aux intervenantes de nous avoir partagé vos points de vue passionnants sur la question. Du coup, j'en conclus ainsi cette table ronde pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes. Merci. Merci. Merci.